communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Décideurs du Net. Je vous rappelle que Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission et qu'elle est en direct. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de l'émission via le chat ou via Twitter. Alors il est grand temps de présenter donc notre invité du jour. C'est chez LVMH qu'il débute sa carrière et après un passage dans différentes sociétés, donc Canal+, où il pilotait la stratégie, c'est en 2009 qu'il intègre PagesJaunes Group, devenu depuis Solocal Group. Il en est même devenu le directeur général adjoint en charge du pôle média depuis le 1er décembre dernier. J'ai nommé Julien Ampolini. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je débute cette émission comme d'habitude par la question de Thierry Amar, qui est président de Offre Média. Toutes les semaines, donc, il questionne nos invités et aujourd'hui, c'est vous. On regarde. Bonjour Julien Ampolini. Est-ce que vous percevez un dynamisme plus important dans la communication locale par rapport à la publicité nationale? Alors qu'avez-vous à répondre à Thierry Amar? Bien écoutez, c'est vrai que nous sommes un groupe au contact de ces entreprises locales, puisqu'on a plus de 700 000 clients. On les visite et on sent que c'est un bon poumon de l'économie. Et actuellement, ce n'est pas un scoop, l'économie est en crise, donc il y a une vraie tension. Ce que l'on constate en revanche, c'est qu'il y a un vrai dynamisme et une vraie appétence pour la communication digitale et un basculement de plus en plus important vers les solutions digitales et les médias digitaux. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les TPE ou PME ont envie d'innover et poussent dans le digital. Alors avant de rentrer davantage dans le détail de la stratégie, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler la vocation de Solocal Group et plus particulièrement du pôle média? Alors bien évidemment, Solocal Group, c'est effectivement le nouveau nom d'un groupe qui à la base était constitué d'une marque phare emblématique qui était PagesJaunes. Depuis, le groupe a beaucoup évolué. On a aujourd'hui 18 marques et services, mais qui sont toutes concentrées autour d'un même métier, qui est de mettre en relation efficacement des professionnels et des marques avec les consommateurs au niveau local, au plus proche de l'acte d'achat. Donc dans nos marques et services, on a notamment évidemment PagesJaunes, Mappy, À Vendre à Louer, Comprendre Choisir, pour n'en citer que quelques-unes. Mais on a en tout 5000 collaborateurs et aujourd'hui, pour 1,1 milliard de chiffre d'affaires, 60% de ce chiffre d'affaires est sur le digital, ce qui fait de nous un des plus grands groupes de communication digitale dans le monde, alors qu'on est présent qu'en France, une exception française un petit peu. Pour revenir maintenant à votre question sur le pôle média, c'est de piloter l'ensemble des points de contact qu'on peut avoir avec les Français. Il faut savoir qu'on est un groupe qui, au travers de ces différentes marques, touche 9 Français sur 10, et donc une vraie puissance, et on a eu vocation à être pratique et utile au travers de nos services au quotidien d'un plus grand nombre de Français. Donc le pôle média, c'est piloter tous ces points de contact et développer à la fois nos audiences et nos contenus pour servir au mieux les questions de ces utilisateurs. Comme vous le rappeliez, vous avez changé de nom assez récemment. Est-ce que Oui. vous pouvez nous expliquer pourquoi cette décision de sacrifier entre guillemets une marque assez forte pour en lancer une nouvelle, c'est affiner ce positionnement local? Alors, tout à fait, sachant que je ne dirais pas qu'on a sacrifié une marque, puisqu'on reste bien évidemment très fiers de notre marque PagesJaunes, elle a 99% de notoriété. Donc loin de nous l'idée de la sacrifier d'un point de vue média ou offre commerciale. En revanche, on a une marque désormais pour notre groupe, qui est une marque plus institutionnelle et qui nous sert à porter plusieurs messages. Le premier, c'est que justement, il n'y a pas que PagesJaunes, même si ça reste un de nos médias phares. Il y a beaucoup d'autres univers que l'on a pu développer, de plus en plus thématisés, verticalisés, comme on dit, À Vendre à Louer sur les annonces immobilières, Chrono Resto dans les restaurants, Click Rendez-vous sur la prise de rendez-vous. Donc on a considérablement étendu le champ d'offres et c'est un des points qu'on voulait marteler. Et en même temps, c'était reconnaître quelque chose qui est essentiel dans notre ADN depuis 50 ans, c'est qu'on a un ancrage local très fort. Et cet ancrage, ce leadership sur le local, on voulait le réaffirmer, tout en prenant aussi un nom qui était tout à fait valable pour montrer que les développements que l'on fait aujourd'hui en France pouvaient avoir une portée au-delà de nos frontières à terme. Alors aujourd'hui, on peut dire que Solocal Group, donc anciennement PagesJaunes, a plutôt bien fait face au bouleversement du numérique, en passant d'une activité quand même d'édition d'annuaire à celle de communication locale en France. Donc aujourd'hui, PagesJaunes, c'est la 3e application gratuite la plus téléchargée sur iPhone et Mappy, la 3e sur iPad. Comment vous êtes arrivé à ce succès ? Alors je pense qu'il y a un point qui est assez essentiel, c'est qu'on ne s'est jamais renié par rapport à notre ADN et notre métier d'origine. On a quelques valeurs d'être éditeur de données, d'essayer de donner les réponses les plus exhaustives et les plus pertinentes dans des usages pratiques et simples du quotidien. Et donc on a cette double vocation et cette idée de mettre en relation de façon efficace au niveau local
le plus grand nombre d'utilisateurs face au tissu économique local. Et donc ça, c'est donc une expertise que l'on a développée au fil des années. Et finalement, l'évolution des médias, on la prend comme étant une manière, nous, de tirer parti des évolutions technologiques pour apporter toujours plus de services. Et en même temps d'accompagner les évolutions d'usage. Donc quand arrivent typiquement les applications d'iPhone, ben on a été, et comme vous l'avez rappelé, Page Jaune est aujourd'hui la 3e application la plus téléchargée depuis l'ouverture de l'App Store en France, bien simplement parce qu'on a offert à la fois les informations que l'on avait toujours données, mais on a enrichi, et on l'a encore prouvé avec la sortie de notre nouvelle version de l'application hier, enrichi avec plus de contenu, plus de services, tout ce que permettait l'univers mobile et notamment la géolocalisation. Donc c'est un peu le fil conducteur d'un métier et tirer parti des innovations lorsqu'elles sont suffisamment ergonomiques et pratiques pour bénéficier au plus grand nombre, parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement non pas forcément de parler à juste une toute petite partie de l'audience, mais bien de continuer à toucher 9 Français sur 10, et notamment sur l'univers mobile, qui est un de nos grands chantiers de développement. Justement, sur ce canal, le succès d'audience est incontestable, comme vous l'avez rappelé, oui. Mais ça reste malgré tout un device assez difficile à monétiser. On a vu des groupes comme Allociné, qui était une place forte sur Internet, souffrir de ce basculement des usages vers le mobile. Oui. Est-ce que Page Jaune, finalement, réussit à monétiser cette audience sur mobile tout aussi bien qu'elle le fait sur Internet? Alors j'ai envie de dire... oui et non. Oui, parce que dans un marché français du mobile en 2012, qui est estimé un peu plus de 100 millions d'euros, le groupe Solocal en a réalisé 45. Donc 45 millions d'euros sur un marché d'un peu plus de 100 millions. Vous voyez un leadership assez fort qui correspond d'ailleurs à notre puissance d'audience. On en a 28 millions d'applis téléchargés. Donc on avait cette puissance d'audience, on a pu en monétiser, effectivement la monétiser. Pour autant, c'est vrai que dans tout l'univers digital, et en France en particulier, il y a des soucis pour arriver à accompagner cette croissance d'audience dans la monétisation. J'y vois plusieurs sources. La première, bien évidemment, c'est la crise. Et la crise force des comportements, notamment chez les grands annonceurs, de prudence et de frilosité. Donc il y a peut-être un peu moins d'appétence pour des innovations. Et ensuite, il y a aussi des questions qui sont plus liées au device en tant que tel, hein, aux appareils, entre guillemets, qui, c'est vrai, dans leur interface, permettent finalement moins de surface publicitaire que d'autres emplacements. Ça force à être innovant. Et c'est vrai que notre positionnement côté Solocal sur le search, l'activité de moteur de recherche, nous a permis de continuer cette activité-là. Mais dans toutes les activités d'affichage, je crois que le marché a encore besoin de trouver les bonnes solutions. Et notamment, ça passera, je pense, le développement du marché du mobile par plus de géolocalisation et plus de contextualisation, ce que permet par essence ce média. Mais c'est vrai qu'on a du retard, et on a du retard en particulier en France, puisqu'on a un marché qui est à peu près 4 à 5 fois inférieur à celui de l'Angleterre, sans pour autant que les Français soient moins appétents ou moins consommateurs de médias mobiles. Aujourd'hui, une PME qui vous contacte, par exemple, pour gagner en vitrine et tout, vous allez également l'accompagner sur mobile, vous allez lui expliquer comment, par exemple, mettre en place une stratégie de push géolocalisée, etc. En fait, vraiment, vous êtes dans cette logique-là aujourd'hui ou... Totalement, puisque nous avons effectivement 2000 personnes qui accompagnent l'écosystème des TPE et PME françaises dans leur communication locale. Communication locale, c'est finalement quelque chose qui est assez agnostique au regard des médias. On essaie de s'adapter région par région, activité par activité, aux problématiques d'un professionnel ou d'un pas de porte d'une grande enseigne. Et en cela, on essaie d'adapter au mieux le mix média entre le papier, qui reste assez incontournable en France aujourd'hui, même s'il est en décroissance, l'Internet fixe, et puis effectivement le mobile avec tout ce qu'il permet de géolocalisation, et notamment dans l'application la nouvelle version que l'on a sortie hier, on met en avant par exemple les promotions et les bons plans géolocalisés, qui sont un levier promotionnel, effectivement, qu'on souhaitait mettre à disposition des TPE-PME françaises. Alors, vous venez de répondre partiellement à la question de Jacques, qui demande, vous faites de la communication locale numérique, mais le papier ne reste-t-il pas un bon moyen de communiquer localement via des affiches, prospectus ou cartes de visite? Alors écoutez, moi, le premier média papier dont je peux parler, c'est bien évidemment celui que l'on connaît le mieux. Ce sont les annuaires imprimés. On a des études régulièrement sur l'usage. Et c'est vrai que là, la réalité parisienne n'est pas forcément celle de la France. On a aujourd'hui à peu près 75% des Français, donc 3 Français sur 4, qui continuent à utiliser les annuaires imprimés. Et il faut savoir qu'on a mené récemment, sur ces derniers mois, des campagnes d'appel. On a appelé 10 millions de foyers français. Et en fonction des départements, 70 à 80% des personnes, en général, nous répondaient qu'ils voulaient continuer à recevoir l'annuaire et qu'ils s'en servaient. Donc on voit bien que le papier reste effectivement un support incontestable et incontournable, très très fort, quelles que soient
ces formes, et en particulier, en tout cas, l'annuaire imprimé, qui a beaucoup de pertinence. Après, c'est vrai qu'il doit être aujourd'hui, il ne fait pas l'ensemble du travail, je dirais, des communications locales, et le digital est en train de prendre une part de plus en plus prépondérante. Et contrairement à ce qu'on pensait d'ailleurs dans la communication locale, le digital est aujourd'hui pèse pour entre 20 et 30% du marché total de la publicité locale. Donc sur les 10 milliards de publicité locale, il y en a à peu près aujourd'hui déjà 20 à 30% qui partent dans des supports digitaux, que ce soit les sites web, des offres géolocalisées, du référencement ou autre. Donc vous ne pensez pas comme, donc vous le demande Invité 909, est-ce que les annuaires papier seront purement et simplement supprimés à horizon 5 ans par exemple? Comme Leclerc qui a annoncé zéro papier, je ne sais plus quel cap exactement, mais c'est pas une... Est-ce que dans 5 ans, ce sera... Alors, personnellement, je ne pense pas du tout. Simplement parce que, comme je vous le disais, on est à l'écoute des utilisateurs. Et j'allais dire, en tant qu'éditeur, nous sommes capables de porter notre promesse, quel que soit l'univers, que ce soit un média traditionnel papier, un média tablette ou un mobile. À la limite, ce qu'on veut, c'est rendre le meilleur service à la fois aux utilisateurs et aux professionnels. Donc on accompagne les usages, et je vous dis simplement, quand on entend sur l'année 2013 qu'on a effectivement 70 à 80% des foyers qui souhaitent recevoir ce média, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Il faut savoir qu'il y a une résilience quand même d'usage dans les médias. On a coupé le Minitel l'été dernier, ne l'oublions pas, 15 ans après l'avènement d'Internet. Donc je pense que le papier, qui reste beaucoup plus d'ailleurs dans l'air du temps, a encore de beaux jours devant lui. Maintenant, il est certain que sa part dans les usages totaux va décroître au profit notamment du mobile, je pense. Alors une autre question d'Invité 909 qui est très productif. Alors j'ai perdu la question. Alors qu'apporte Mappy à ce local? Quelle est sa valeur et en quoi Mappy se différencie de Google Maps? Alors c'est une très bonne question. Mappy, c'est effectivement une marque emblématique du paysage numérique français. C'est notre actif de cartographie au sein du groupe. On sait très bien que dans les modalités de recherche, la recherche par la carte prend de plus en plus de sens, que ce soit pour des recherches d'itinéraires, ou pour des recherches de plus en plus d'informations pratiques, d'ailleurs, sur l'environnement autour de soi. Donc Mappy est complètement dans la stratégie de notre métier de mise en relation, un actif complètement intégré dans cette dynamique-là. Il est tout à fait inscrit aussi dans notre dynamique de numérisation, puisqu'il faut savoir que Mappy a déjà aujourd'hui 10 millions d'applications téléchargées, et notamment un des gros succès de 2013, ça a été le téléchargement de notre GPS gratuit, qui permet de nouvelles fonctionnalités là aussi, non seulement des fonctionnalités connues des GPS, mais aussi d'orienter vers des points d'intérêt et des professionnels. Donc c'est une façon différente de chercher, complètement cohérente et en adhérence avec notre stratégie. Et ensuite, on a des développements aussi pour aller plus loin dans l'accompagnement du tissu local vers le numérique, et notamment, vous le savez peut-être, mais Mappy avait numérisé les vues extérieures de un peu plus de 300 villes en France, et désormais, depuis mars, on a visité à peu près 5% des commerces français, 35 000 pas de porte, dont on a pris, pour l'essentiel d'entre eux, des vues à l'intérieur des magasins. Et donc on accompagne les professionnels aussi dans la numérisation, ce qui est un peu leur vitrine digitale. Donc voilà, c'est un actif tout à fait... évoqué tout à l'heure le cas Google. Google, le souci, c'est que sur Internet, il est un peu jugé parti. Est-ce que vous partagez le reproche que font beaucoup de comparateurs de prix, de services de cartographie à Google, d'être vraiment dans une situation d'abus de position dominante, en fait? Alors, c'est une question qui est assez vaste, puisque Google a une emprise, entre guillemets, un éventail de services qui est très très large, et je pense que c'est un acteur pour nous avec lequel on est je dirais, en coopétition. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sujets sur lesquels Google est un partenaire. On vient de signer, il y a quelques mois, un partenariat commercial d'ailleurs, qui nous permet d'intégrer des offres d'ailleurs de Google dans les recommandations que l'on fait à des professionnels locaux. Google apprécie le contenu de page jaune, puisqu'on a un contenu riche et précis, exhaustif. Donc on remonte dans beaucoup de requêtes Google, ce sont des résultats du groupe SoLocal qui apparaissent. Après, c'est vrai qu'on est très précautionneux et très attentif aux évolutions que peut prendre Google sur deux fronts. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, l'abus, ou en tout cas l'exploitation de positions dominantes dans le search pour d'autres activités, et notamment la cartographie. Donc oui, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et le deuxième, c'est effectivement l'équité des chances et des traitements des acteurs du numérique, notamment lorsqu'on parle de fiscalité, entre autres. Et les propositions formulées à la Commission européenne récemment, là, vous les avez regardées un peu ou... Oui. Bien évidemment, on est interrogé, on intervient régulièrement sur sollicitation de façon proactive auprès de la Commission pour répondre en tant qu'acteur incontournable du paysage numérique français. On répond régulièrement. Et elles vous satisfont du coup ou
Écoutez, c'est un dialogue que l'on a avec la communauté européenne. Sur le front de la cartographie, non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une équité des traitements entre les différents acteurs de la cartographie dans le moteur de recherche. En tout cas, vous venez de répondre aux questions de Santiago et Emmanuel. Alors, une question de Martin maintenant. D'après vous, comment faire pour sensibiliser plus les commerçants de proximité au référencement? Alors, je pense qu'il y a un axe qui est extrêmement fort et qui est pour moi incontournable, c'est d'expliquer de façon assez simple à quoi sert le référencement ou la communication locale. Et je crois que nous, on a, dans notre jargon interne, c'est ce qu'on appelle le RSI, le retour sur investissement. Et on essaie de montrer, c'est particulièrement vrai quand on parle à des patrons de TPE, PME, dont la communication n'est pas le cœur de métier. Ce n'est pas la première préoccupation non plus. En général, ils ont un autre métier qu'ils font très bien. Et donc, en revanche, ils investissent leur propre argent. Et donc, ils sont très précautionneux de savoir à quoi ça va leur servir. Et donc, on essaye de développer de plus en plus d'éléments et de supports de communication qui montrent simplement les preuves, que ce soit dans les annuaires imprimés, on avait des appels tracés, on montrait le nombre d'appels qui avaient été générés par l'annuaire. Aujourd'hui, grâce au numérique, on arrive à montrer et à suivre toute une série d'actions qui prouvent la mise en relation. Et on a la chance d'avoir un média qui est tout à fait exceptionnel à ce titre-là, qui est Page Jaune. Les gens viennent sur Page Jaune, non pas pour se divertir, mais ils viennent vraiment parce qu'ils sont dans une intention d'achat locale, précise. Ils nous donnent d'ailleurs des informations très très riches et ça nous permet d'apporter à des commerçants, des gens qui sont dans une démarche d'intention d'achat. Et grâce au numérique, on arrive à compter des clics, des interactions avec nos médias. Et c'est ce qu'on montre de plus en plus à nos clients pour qu'ils voient tout l'intérêt. Finalement, pour vous, Google AdWords, c'est pas forcément un rival. Parce que je lisais un commentaire assez intéressant dans l'internaute qui disait « Ce qui plombe ce local, c'est de facturer une fortune pour être dans le site pagejaune.fr, alors que l'on fait de plus en plus directement la recherche dans Google. » Pour vous, ce n'est pas un constat en fait, qui est valable. Finalement, le fait que les gens, la PME aujourd'hui se disent plutôt que de communiquer sur Page Jaune, je vais aller directement investir sur Plombier Paris, finalement, ce n'est pas incompatible, deux activités incompatibles en fait. Alors, ce n'est pas incompatible, mais il y a deux points dans votre question. Il y a la question du prix, et ça rejoint directement le point que je viens de faire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut juste savoir de quoi on parle et quel est l'apport de clients qui ont été faits par rapport à une activité donnée. Et nos prix sont justement faits pour répondre parfaitement à cette équation. On avait un travail d'un consultant externe, un cabinet assez reconnu de la place parisienne, Roland Burger, qui avait démontré que pour 1 € investi sur des supports Page Jaune, on générait en moyenne, ça dépend des activités, mais 10 € de marge chez nos clients. Donc on voit qu'il faut juste mettre l'investissement au regard de ce que cela rapporte. Ça, c'est la première partie, je dirais, de la réponse. Après, la deuxième, c'est qu'effectivement, il y a eu un grand changement dans le groupe, et c'est qu'on est passé d'une logique monomédia et très auto-centrée finalement. On proposait aux annonceurs de faire la publicité dans nos médias, dans Page Jaune, à une dynamique qui est d'ouvrir la diffusion quelque part et d'être capable de donner de la visibilité qui viennent d'autres sources de trafic. Et typiquement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de résultats qui sont fournis des contenus du groupe Solocal qui sont dans les listes et réponses de Google par du référencement naturel, parce que Google apprécie ces contenus, il en reconnaît l'exhaustivité et la pertinence. Et puis aussi, on a développé de plus en plus de partenariats, notamment avec Bing dès 2011, avec Yahoo début 2013, où on opère en fait des recherches locales de ces moteurs sur des contenus fournis par le groupe Solocal. Donc on permet de dépasser les frontières de nos propres médias. Alors aujourd'hui, ce local group, ce sont 18 marques, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, il y en a beaucoup d'autres que celles que vous avez citées, Page Jaune, Mappy, Chronoresto, etc. Certaines sont des acquisitions. Est-ce que vous pensez en faire d'autres dans les prochains mois? Alors, écoutez, dans les prochains mois, évidemment, je ne vais pas répondre à la question de façon aussi précise, mais globalement, oui, on a procédé à des acquisitions. On pense que c'est tout à fait naturel dans l'écosystème Internet d'être capable parfois de savoir reconnaître que sur certains sujets, d'autres ont été plus rapides, sont plus pertinents peut-être ou apportent des innovations. Et je pense qu'on en tire aujourd'hui tout le bénéfice. Si vous regardez, comme je disais, la nouvelle version de l'application que l'on a sortie hier sur iOS, on a mis en place des liens, notamment transactionnels, dans des catégories d'activités. Et tout ce savoir-faire nous est venu d'acquisitions, que ce soit de Chronoresto, de Click Rendez-vous, de sociétés comme ça qui sont dans l'écosystème. Alors oui, je pense que c'est naturel pour un acteur qui a cette place dans le numérique français de réaliser des acquisitions.
tant qu'elles sont dans notre cœur de métier, parce qu'on n'a pas l'intention d'en changer. Et ensuite, il y a juste à tenir compte d'un certain nombre de contraintes, notamment financières, que l'on peut avoir actuellement. Donc on ralentit en partie le rythme. L'autre explication, c'est qu'aussi on avait réalisé une dizaine d'acquisitions en l'espace de 2 ans et qu'il faut le temps aussi de dévouer les bons efforts pour réussir les intégrations, tant du point de vue des médias et des interfaces que de la commercialisation. Justement, on a un peu l'impression que vous traînez cette dette que vous mentionnez là d'1,7 milliard d'euros, un peu comme un boulet finalement. C'est exactement une question d'invité 909, toujours lui, qui dit « L'entreprise locale est très endettée, est-ce un frein au quotidien? Comment faire sauter ce verrou de la dette ?» Une dette contractée du coup à l'occasion d'un rachat via un LBO, donc rappelons-le, et qu'effectivement, on peut penser qu'elle freine considérablement le développement de ce local, non? Alors, c'est vrai que c'est un sujet. C'est un sujet sur lequel le comité exécutif et notre conseil d'administration travaillent, parce qu'on a effectivement une contrainte qui pèse aujourd'hui sur le groupe. Après, je dirais, on a quand même réussi à démontrer qu'on était en train d'opérer une transformation digitale majeure, puisqu'on est, comme je le précisais en introduction, aujourd'hui un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est dans des activités digitales, là où on était à une trentaine de pourcents, je dirais, en 2006, et qu'on accompagnait un certain nombre de déploiements dans le digital. Donc, le changement était réussi, je suis d'accord, mais le problème, c'est que vous avez aussi une situation sur laquelle vous n'avez pas de prise, c'est que c'est la crise, et donc effectivement, même le marché d'Internet, je sais que votre chiffre d'affaires sur digital n'a évolué que de 1,7% entre troisième trimestre 2013 et troisième trimestre 2012. Ça, c'est des éléments avec lesquels vous ne pouvez pas composer. Et c'est vrai que finalement, on a l'impression que vous êtes dans une situation assez compliquée financièrement. On évoque souvent des rumeurs d'augmentation de capital. Bon, j'imagine que vous ne pourrez pas nous répondre là-dessus. Mais... Je ne vais pas commenter les rumeurs, effectivement, mais en tout cas, il est certain, comme je le disais, qu'on a un sujet sur la structure financière qu'on est en train d'étudier pour le gérer au mieux, mais ça ne nous empêche pas de continuer à déployer notre transformation, et notamment, on a lancé un plan de transformation global qu'on a baptisé Digital 2015, et qui structure un peu à la fois nos activités vis-à-vis des clients ou vis-à-vis des médias, et tout le mode opératoire de l'entreprise pour ajouter progressivement de l'agilité qui est nécessaire pour continuer cette transformation opérationnelle qui reste notre focus essentiel. Vous êtes d'ailleurs, comme vous le disiez, pas mal positionné sur le transactionnel avec une acquisition Chronoresto, je crois, depuis 2013. Pour vous, ce transactionnel, c'est un axe stratégique finalement pour le groupe? Ça l'est tout à fait. D'abord parce qu'il est intimement lié à notre métier. Et encore une fois, on revient toujours à des éléments fondamentaux de cette mise en relation. Nous, on ne vend pas à la place de nos clients. On leur apporte des clients. Donc, quand on a un professionnel, un pas de porte, une grande marque, on veut juste avoir le maximum de preuves comme quoi nous avons été efficaces dans le fait d'amener des gens du digital, là où les gens cherchent, ou éventuellement des annuaires imprimés d'ailleurs, jusqu'au pas de porte des magasins. Le transactionnel permet de rajouter une étape dans la preuve et d'avoir quelque chose quand on prend rendez-vous pour un salon de coiffure ou un contrôle technique avec clic rendez-vous, quand on formalise une livraison, quand on montre une petite annonce immobilière, on va un cran plus loin dans l'accompagnement de cette mise en relation. On qualifie toujours plus. Et pour nous, c'est une continuité complète de notre métier d'origine. Alors, vous avez lancé Mappy Shopping récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et surtout, quels sont les nouveaux services que vous comptez développer dans ce sens? Alors, effectivement, on a développé Mappy progressivement sur la capacité à capturer un maximum d'informations pour les gens qui font des recherches par la carte sur l'environnement local, le tissu économique local, et notamment dans les commerces de proximité. Comme je vous le disais, depuis mars 2013, les équipes de Mappy ont fait un travail formidable. Elles ont visité plus de 35 000 établissements, capturé des images digitales de ces magasins pour les aider, encore une fois, à accompagner leur stratégie de visibilité. On travaille également avec des mairies ou des administrations pour donner à voir la richesse du commerce local. Et puis, on travaille dans des stratégies d'accompagnement de web to store, c'est-à-dire aider des enseignes à aller capter le potentiel d'un phénomène qui est aujourd'hui tout à fait reconnu de façon très très simple. 80% des gens reconnaissent chercher dans le digital avant d'aller acheter un bien ou un service. Et pour autant, en 2012, même année que les chiffres précédents, 90%, je crois que c'était à peu près 92, le chiffre exact, du PIB français est passé par les pas de porte physiques. Donc on voit bien qu'il y a tout un enjeu qui est d'amener les gens du digital vers les magasins. Ça tombe bien, c'est notre métier, et Mappy permet de le faire au travers d'une approche qui est par la cartographie, avec des innovations que sont soit Mappy Shopping, soit les recherches GPS aussi, qui ont de plus en plus de sens dans cette logique.
Il y avait un mot un peu tarte à la crème qu'on a beaucoup utilisé en 2013, c'est le big data. Chez PagesJaunes, vous en servez plutôt dans une logique CRM ou plutôt dans une logique publicitaire? En fait, toutes ces données que vous récoltez finalement avec Mappy, avec tous vos services PagesJaunes, vous avez quand même un montant considérable d'informations. Vous en faites quoi? Alors déjà, on essaie d'être très précautionneux dans l'utilisation que l'on fait de cette information parce qu'on est un acteur éditeur de contenu depuis 50 ans. On a toujours été habitué à manipuler de la donnée sensible et donc on est très prudent sur l'utilisation et notamment sur la protection des données privées. Après, deuxième élément de réponse, effectivement, on a beaucoup de collectes d'informations qui peuvent être très pertinentes, soit pour enrichir nos services aux utilisateurs, soit éventuellement pour améliorer la pertinence de nos publicités. Mais là-dessus, on est plutôt sur un credo, nous, qui est le good data. C'est-à-dire que big data, effectivement, c'est intéressant de collecter énormément d'informations. Maintenant, on a la chance d'avoir, de par notre mode opératoire, un flux d'informations très qualifié qui nous vient, qui est très simple. Les gens tapent quoi, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont l'intention d'acheter et où. Où est-ce qu'ils veulent le consommer. Et donc, rien qu'avec cette information-là, pas besoin de rajouter beaucoup de big autour. Elle est de suffisamment bonne qualité pour déjà avoir, si possible, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, la meilleure réponse, et ensuite effectuer la bonne mise en relation avec des professionnels qui cherchaient typiquement à toucher ce genre de cible. Alors un internaute, Max, devance ma dernière question. Il demande, et au niveau international, avez-vous des projets? Parce qu'effectivement, ce local group, ça n'est pas qu'en France. Vous êtes présent également en Autriche, en Espagne et au Luxembourg. Alors quelle est votre stratégie de développement à l'international? Alors je dirais, pour le moment, elle est essentiellement tactique sur quelques sujets pour lesquels nous avons des opportunités, parce que nos technologies s'y prêtent. Et notamment, on a une participation dans une société qui s'appelle Leadformance et qui aujourd'hui permet de développer de la visibilité d'enseignes et de réseaux d'enseignes partout dans le monde. Et on a des clients qui nous ont donné des contrats mondiaux sur ce sujet-là. Et le deuxième axe sont des implantations historiques, typiquement Coup des coups en Espagne ou Yelster en Autriche. Mais je dirais, ça reste relativement marginal à l'échelle du groupe. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'on a déjà un territoire français sur lequel il y a beaucoup d'opportunités. Et la deuxième, c'est qu'on privilégie de terminer, entre guillemets, notre transformation digitale, d'aller jusqu'au bout des chantiers que l'on a de transformation de nos activités avant de se déployer à l'international. Mais c'est vrai qu'on aura forcément, par rapport à la richesse de l'écosystème digital local, des opportunités à développer sur d'autres géographies. Pour le moment, ça reste essentiellement tactique sur un certain nombre d'activités, notamment justement autour du Web2Store et de filiales qui ont pris un coup d'avance, je dirais, sur le reste du groupe. Eh bien, ce sera la fin de cette émission. Merci Julien Ampollini d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour maintenant dès le 9 janvier avec Pascal Chevalier, le PDG de Reworld Media. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.